Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Star TV Sport and Entertainment. Merci d'être au rendez-vous de Sport Business Africa, votre émission consacrée à l'économie et à la gouvernance du sport. Aujourd'hui, nous vous livrons le 10e numéro de cette nouvelle saison et on parlera de deux sujets tout aussi importants. D'abord, le premier, il s'agit bien évidemment du football. L'accord cadre a été signé finalement vendredi dernier. Le Cameroun sera définitivement le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies 2021. Et puis on parlera en deuxième partie de la Coupe du Monde de football qui pourrait se jouer désormais tous les 2 ans en tout cas. Le sujet a été débattu sur la table du comité exécutif de la FIFA et il manque désormais à soumettre le projet à l'Assemblée générale pour qu'il soit validé. Mais comment est-on arrivé à une CAN, à une Coupe du Monde, autant pour moi, comment est-on arrivé à penser à une Coupe du Monde à 2 ans et pourquoi? On essaiera de comprendre tout au long de cette édition. Mais avant, je vous propose de suivre cette courte page publicitaire. On se retrouve juste derrière. Rien n'est plus agréable que de préparer des pâtes ensemble, avec des ingrédients frais, une bonne sauce faite maison. Les spaghettis et macaronis Broly, fabriqués à partir du meilleur blé dur, plein de nutriments et fibres pour une meilleure digestion. Les pâtes Broly sont prêtes en moins de 7 minutes et ne collent pas. Choisissez les pâtes Broly, les pâtes fines et délicieuses qui ne collent pas. Broly, la passion de bien nourrir. J'avance alors. Ok. Marcel, pas de pause aujourd'hui? Non, je dois passer à la CNPS vérifier mes déclarations. Ma femme est interne. Allons, tu peux regarder ça, la gargote. Comment ça? Ils ont des guichets là-bas? Prends ton laptop, on y va. Employers, workers, socially insured, with your computer, tablet and mobile phones, go everywhere every day to benefit from the CNPS services. Ah, ma CNPS à moi. CNPS? You will never leave it. Voilà, merci donc à nos annonceurs, ceux qui nous font confiance durant cette aventure. Ils sont avec moi, ils sont 2 comme d'habitude avec moi ce soir. D'abord, Samuel Zona, il est membre de la commission communication du comité local d'organisation de la CAN 2021. Samuel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Steve Gabin, je salue les téléspectateurs du CRTV Sport. En tout cas, c'est un plaisir pour moi que d'être convié à ce festin d'informations. On rappelle que vous étiez là la semaine dernière et que c'est la 2e fois que vous venez sur ce plateau. On espère qu'avant la Coupe d'Afrique, on aura d'autres occasions encore. Mais avant, savoir déjà à quel niveau se trouve-t-on avec les préparatifs côté commission communication du COCAN? Oui, côté commission communication du COCAN, on n'a pas attendu que le budget soit effectif. Il ne l'est d'ailleurs pas encore. Nous étions là la semaine dernière pour expliquer la modicité de ce budget et pour dire que ce n'est pas ça qui empêchait d'être créatif, d'être inventif. Donc nous sommes en train de déployer la stratégie de communication qui a été commise pour cette CAN. Qui est axée autour des 3 principales phases que vous connaissez, à savoir la phase pré-événementielle, la phase événementielle et la phase post-événementielle, donc au-delà de la CAN. Donc il s'agit, n'est-ce pas, de la promotion de l'image du Cameroun. Il s'agit, n'est-ce pas, des actions de relations publiques. Donc, vous comprenez, puis il s'agit de production éditoriale. Vous comprenez que là-dedans, nous avons le média et le hors-média. Donc, ce qui fait, n'est-ce pas, que l'ensemble de la communication soit prise en compte. Je parle bien de l'ensemble. Donc, la stratégie est déployée au jour symbolique de 100. Vous avez bien vu que le compte à rebours a été déclenché. Donc, des actions hors médias comme le pagne de la CAN qui est déjà pratiquement disponible. Nous allons passer, n'est-ce pas, à une phase supérieure en termes d'affichage après la première campagne qui a eu lieu lors de la cérémonie de tirage au sort. Et bien maintenant, c'est une nouvelle campagne qui s'engage, donc qui sera certainement nationale, en assurant que le déploiement est partout sur les réseaux sociaux. Et je voudrais terminer par là pour dire que la communication a 3 objectifs majeurs. Ça, il faut le dire.
dire, le premier objectif, il est cognitif, faire connaître le produit. Quel produit? Produit CAN. Et le deuxième objectif, c'est faire aimer. Donc, c'est un objectif affectif. Vous comprenez que ça ne peut plus être le premier objectif pour la commission communication parce que à travers le pays, à travers le monde, on connaît déjà la CAN. Donc, il faut plutôt axé sur le deuxième objectif qui est affectif, n'est-ce pas, pour qu'on puisse faire aimer la CAN. Vous savez qu'il y a plein de choses qui ont été dites tout autour. Il y a d'ailleurs eu un Cameroun bashing, n'est-ce pas, sur cette CAN-là. Donc, il faut amener les uns et les autres à aimer la CAN. Et puis, le troisième objectif qui est donatif, tout à fait, qui concerne, n'est-ce pas, l'adhésion. Voilà. Merci en tout cas pour ce décor qui est planté côté commission communication. On va prendre le deuxième invité, c'est Thierry Roland, un homme. Il est analyste ou du moins expert en administration du sport. Et il est donc sur ce plateau justement pour discuter de ces questions-là avec nous. Thierry, un homme, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous et merci de me faire le plaisir de m'inviter. Alors, l'actualité aujourd'hui, c'est bien évidemment au niveau de la Fédération camerounaise de football, mais peut-être celle-là ne vous intéresse pas tant que ça. Vous êtes dans l'équipe de campagne, me semble-t-il, d'un homme grand connu dans le football au Cameroun. Écoutez, quant à ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football, AG, contre AG et autres, je m'étais donné le devoir d'observer et de ne pas me prononcer. Juste pour dire à nos téléspectateurs que demain, il y a l'Assemblée générale de 2009 qui estime que demain mardi, elle ira à Tchinga pour prendre ses quartiers parce qu'elle estime que ce sont les sièges qui sont là-bas lui reviennent. Donc, c'est juste pour rappeler à nos téléspectateurs. Je me suis donné pour obligation de ne pas me prononcer sur cette actualité et d'observer jusqu'à ce que le dénouement vienne tout seul, parce qu'il viendra tout seul. On a tenté de le faire venir par la loi, par les règles, par les pressions diverses. Je me suis donné d'observer. Et quant à d'autres activités sociales que je mène, comme vous l'avez dit, j'ai été sollicité par un acteur majeur du football, à la personne du capitaine Fetcheux, candidat à la présidence de la Ligue régionale de l'Ouest, qui est une ligue très importante pour le football au Cameroun, et hier, aujourd'hui et mieux encore demain. En ce sens que la région de l'Ouest est l'une des régions, si ce n'est l'unique région, qui soit dotée d'autant d'infrastructures sportives et de technologies, n'est-ce pas, qui puissent permettre à un meilleur développement du football et à une meilleure éclosion de talent. Je crois et je pense que la région de l'Ouest est désormais le grenier du football. Et pour ça, il faut donc capitaliser ce don offert par le président de la République et le gouvernement de la République aux sportifs globalement et aux footballeurs en particulier de cette région-là. C'est pourquoi il faut donc mettre une administration au sein de cette ligue de football qui soit, n'est-ce pas, forte, qui soit capable, qui soit à même de pouvoir s'entourer d'experts et d'intelligences diverses pour pouvoir accompagner ce projet du gouvernement-là. Et mieux, il faut qu'à la tête de cette région, de la Ligue, n'est-ce pas, régionale de l'Ouest, il y ait quelqu'un qui soit suffisamment outillé par le vécu dans le milieu, mais également qui a les bourses. Quand je parle de bourse, je parle de l'argent, on parle du business. Aujourd'hui, le football, pour gouverner, il faut avoir un peu d'argent quand même. Il faut avoir de l'argent, il ne faut pas avoir un peu d'argent, c'est pas du bricole. Donc, il faut des gens qui ont l'argent, il faut des gens qui ont le pouvoir, il faut des gens qui ont le carnet d'adresse pour pouvoir drainer et séduire, n'est-ce pas, les sponsors et mécènes. Vous avez vu par exemple un des candidats, pour élargir un peu, Samuel Eto'o, est allé auprès du patronat camerounais, auprès du groupement qui réunit le patronat camerounais, justement dans l'optique de nouer avec eux, n'est-ce pas, un certain nombre de rapports dans le développement du football. Et je suis heureux. Non, c'est pas... Ça ne garantit pas la victoire, mais je dis que, je m'adresse ici à l'électorat pour dire que, en qualité d'expert en management des organisations sportives, que c'est des prémices, n'est-ce pas, d'un bon manager, que de vouloir intégrer
d'autres composantes que celles sportives au management de la Fédération camerounaise de football. Et je me réjouis que le capitaine Fetcheux, qui est candidat à l'élection pour la présidente de la Ligue régionale, soit justement un des colistiers pour l'élection fédérale de Samuel Eto'o. Donc c'est cette vision-là que nous portons. Et vous allez me le permettre, vous m'avez jamais refusé cela, d'appeler les électeurs de la région de l'Ouest à faire le choix utile, à faire le choix gagnant qui pourra préserver leurs intérêts. Car on a vu que cette région de l'Ouest, dont le potentiel est fort, n'est-ce pas, en termes de talent, mais aussi en termes de contribution financière et matérielle et logistique au développement du football national, a été lésé pendant près de 3 années. Il est temps maintenant que le football revienne à l'Ouest. En tout cas, on espère que le message a été perçu. On va très rapidement entrer dans le vif du sujet et parler de l'actualité qui nous réunit ici ce soir, à savoir l'accord cadre de la CAN 2021. Est-ce une assurance tout risque? Le Cameroun et la Confédération africaine de football ont donc paraphé vendredi dernier cet accord cadre pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies 2021. La cérémonie s'est donc déroulée au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Seydou Mbombo Njoya, le président par intérim de la Fédération camerounaise de football, aux côtés du professeur Narcisse Mouele Kombi, président du comité local d'organisation de la CAN 2021, ont donc apposé leur signature pour la partie camerounaise. Et en face, côté Confédération africaine de football, c'est bien sûr le vice-président sénégalais, le maître Augustin Senghor, qui a donc paraphé, c'est lui le premier vice-président de la CAF, voilà, qui a donc paraphé ce document pour son institution. On va d'abord suivre ce reportage qui nous est signé et qui plante un tout petit peu le décor, signé Frampec. C'est désormais officiel, l'accord 4 sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 a été signé ce vendredi par le vice-président de la Confédération africaine de football, Augustin Senghor, le président du COCAN, Narcisse Mouele Kombi et le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo Njoya. Ce document juridique qui formalise définitivement l'organisation de la 33e édition de la CAN Total Energy 2021 au Cameroun a été ratifié devant un parterre d'invités de haut vol, à savoir des membres de la CAF, des membres du gouvernement camerounais, des autorités administratives locales et des anciens lions indomptables. Des anciens lions qui ont vécu ce moment avec beaucoup de satisfaction. Place au jeu, nous savons que le Cameroun est prêt, que le Cameroun est une grande terre de football et le football continental vient chez nous, enfin, à nouveau, 50 ans après. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt. On a des infrastructures dignes de Coupe du Monde, hein. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous voyez même que le Cameroun est sollicité pour que d'autres équipes où les stades ne sont pas homologués puissent venir jouer chez nous. Initialement prévu pour le mardi 19 octobre, la signature de l'accord 4 entre les deux parties avait été reportée en raison d'un problème de vol des responsables de la CAF au Cameroun. Le pacte a donc été scellé ce vendredi entre la Confédération africaine et l'instance fêtière du football camerounais pour l'organisation de la prochaine CAN. Un acte qui enchante l'actuel exécutif de la Tour de Tchinga. Je suis personnellement très fier et très heureux en tant que président de la Fédération camerounaise de football, en tant que Camerounais tout simple, d'avoir eu l'honneur de signer 2 accords 4 en une période aussi courte, à savoir le CHAN et la CAN. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi et pour la Fédération camerounaise de football. Pour rappel, la CAN Total Energy 2021 se tiendra du 9 janvier au 6 février 2022 dans 6 villes du Cameroun. Fini donc les discours et les bureaux, place au jeu. Voilà, on peut donc dire que désormais le Cameroun est le seul et l'unique pays qui devra organiser la CAN 2021. Il faut également rappeler que la signature de cet accord cadre aurait dû se tenir depuis le 19 octobre. Cette cérémonie avait été repoussée à cause d'un problème de vol, bon pas le vol, mais un problème de voyage le vol avait été retardé, donc le problème avait retardé autant pour moi le vol, retardé l'arrivée
de la délégation de la CAF au Cameroun. Avec donc cet accord cadre, le Cameroun sécurise donc juridiquement sa compétition prévue du 9 janvier au 6 février 2022 avec certitude qu'elle ne lui sera plus retirée. On va suivre ces précisions de notre ami de Ken Café Média. L'accord cadre n'est qu'un appendice. Aujourd'hui, le grand jour, un jour historique. Nous sommes dans la salle de mariage. L'hymne national qui résonne sonne comme un chant de victoire. La cérémonie porte sur l'accord cadre. L'accord cadre que nous signons aujourd'hui est un élément supplémentaire dans la marche patiente, constructive, bien assurée du partenariat précieux et fructueux, harmonieux et généreux entre la CAF et le Cameroun. Les deux parties sont bien représentées. Augustin Senghor, vice-président de la Confédération africaine de football. Narcisse Mouela-Kambi, président du comité d'organisation locale de la CAN 2021. Et Seydou Mbombo Njoya, président de la Fédération camerounaise de football, se présentent devant le gratin du football africain et les hautes autorités du pays. Tout le monde est d'avis que le Cameroun est prêt à se lancer dans cette relation. Après le discours d'usage, vint l'instant solennel. C'est alors que la CAF et le Cameroun révèlent leur costume officiel et signe l'acte de mariage. C'est fait. L'accord cadre lie désormais les deux parties pour la tenue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour remercier encore une fois le chef de l'État et son gouvernement pour nous avoir permis de signer cet accord et d'avoir également mis à la disposition du pays des infrastructures et d'avoir aussi autorisé que cette CAN puisse être organisée sur le territoire camerounais pour le bien de la jeunesse du football camerounais, mais surtout pour la jeunesse africaine. Que l'attente fut longue, la cérémonie fut pleine de charme et d'authenticité. Le document de plusieurs pages résume les engagements de deux entités et détaille les spécifications techniques et financières pour l'organisation de la compétition qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022. La CAF et le Cameroun pourront ainsi célébrer leur union en toute liberté et c'est toute l'Afrique qui est invitée. La fête s'annonce belle. Voilà. Samuel Zona, pour entrer définitivement dans cette dans cette CAN, le compte à rebours est donc définitivement lancé avec la signature de cet accord cadre. Mais il y a une question quand même qui me taraude un tout petit peu l'esprit. Qu'est-ce qui peut expliquer selon vous cette effervescence autour de la signature de l'accord cadre? On a l'impression que jusqu'à vendredi dernier, les autorités camerounaises n'étaient pas sûres que cette compétition devait se tenir en territoire camerounais. Non, écoutez, on ne peut pas dire que les autorités camerounaises n'étaient pas sûres que cette compétition devait se tenir au Cameroun, puisque le Cameroun était sur un point de non-retour. Avant, n'est-ce pas, la signature, on va le dire, factuelle de ce document-là, de cet accord cadre qui lie la Confédération africaine de football à la partie camerounaise au Cameroun. Le Cameroun était déjà engagé. Lorsque vous parlez, n'est-ce pas, d'assurance tout risque, écoutez, le Cameroun, à un niveau, de manière objective, était déjà assuré, n'est-ce pas, d'organiser cette compétition. Par les faits, les faits, quels sont-ils? C'est que le Cameroun a quand même pu, n'est-ce pas, répondre aux exigences du cahier de charges de la CAF. Même si on est d'accord qu'il fallait, n'est-ce pas, peaufiner certains aspects de l'organisation, donc en termes de préparatifs, pour donner donc un beau bouquet à la fin. Donc vous comprenez que sur le plan des infrastructures, par exemple, ce sont des exigences qui sont contenues dans le cahier de charges. Il faut bien le préciser. Il y a des infrastructures sportives, des infrastructures hôtelières, des infrastructures aéroportuaires. On ne va pas donner, n'est-ce pas, des exemples. Il y a le marketing. Vous savez que la CAF est biennale. Tiens, on reviendra sur la FIFA tout à l'heure, qui veut exactement faire comme la CAF. Mais la CAN est l'élément phare pour la Confédération africaine de football afin qu'elle puisse se faire de l'argent. Et travaille énormément sur le marketing. Donc, il y a des éléments comme l'embauche marketing qu'il faut comprendre. J'ai, n'est-ce pas, un expert à côté de moi, il comprend
très bien de quoi il est question pour pouvoir capitaliser la compétition. Il y a des exigences au niveau média, hein, au niveau sécurité, et même au niveau de la prise en charge, par exemple, de la délégation CAF. Vous savez qu'elle devra être gratifiée, ça, il faut le dire, c'est contenu dans l'accord cadre, n'est-ce pas, de quelques aspects financiers en dollars. Oh, oui, en dollars, donc en termes de devises. Donc là, c'est consigné, ce ne sera pas les euros, ce ne sera pas le CFA, ce sera bien du dollar. Et il faudra que ce soit effectivement le dollar. Donc, ne venons pas dire qu'en moins de 80 jours de la compétition, que ces aspects-là n'étaient pas encore pris en compte par le Cameroun. C'est pour ça que je dis que l'effervescence qu'on a voulu, n'est-ce pas, faire autour de cette CAN est peut-être compréhensible. C'est peut-être dû au glissement. Donc vous savez qu'il y a quand même un effet de 2019. Tout à fait. Il y a un effet de psychose quand même, un effet de psychose, n'est-ce pas, au niveau de l'opinion publique nationale et même internationale. Peut-être la signature du document qui, de mon avis, est vraiment symbolique. C'est vrai que c'est une garantie juridique. Je dis symbolique parce que, dites-vous bien, Steve Gabin, à 80 jours, le Cameroun figure dans le top 5 des pays qui ont au moins, n'est-ce pas, au moins 2 stades viables aux normes FIFA. Le Cameroun en a 5 pour compléter l'information. Et il est dans le top 5. Le top 5, c'est bien l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Cameroun. Il y a 54 pays en Afrique. La CAN, c'est une grosse organisation. À 80 jours, objectivement, la CAF se serait tournée vers qui pour dire organiser une CAN à 24 quand vous savez qu'en 2019 déjà, l'Égypte, n'est-ce pas, avait pu le faire. Il ne reste que 3 pays, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc. Ça doit quand même être difficile. Donc sur la base de ces éléments, on peut bien conclure que nous étions sur un point de non-retour. La CAN était déjà camerounaise par les assurances sur le terrain. Eh bien, l'accord cadre vient simplement confirmer les dispositions que les autorités camerounaises avaient prises, n'est-ce pas, bien avant pour que la CAN soit effective au Cameroun. Alors Thierry Onom, ça reste quand même, juridiquement parlant, je sais pourquoi je vous pose cette question-là, sur le plan juridique, ça reste quand même une assurance tout risque quand on a un contrat en main qui va au-delà de l'aspect, on va dire peut-être verbal ou de l'aspect des considérations, mais qui devient une fois là juridiquement viable et authentique. On peut dire quand même qu'il y a lieu de sauter, de festoyer. C'est peut-être une assurance, mais pas une assurance tout risque. Je refuse que vous utilisiez l'assurance tout risque. Parce que c'est quoi l'accord cadre? L'accord cadre ou peut-être appelé également cahier des charges. Ouais. En réalité, c'est un cahier des charges. C'est quoi le cahier des charges? C'est ce document-là qui précise quels sont les principes généraux, n'est-ce pas, d'une organisation, les principes généraux et les déclinaisons techniques en matière d'organisation de cette compétition. Donc, en temps normal, ce document aurait dû être signé aussitôt après que le Cameroun ait été désigné comme organisateur de la CAN 2019. Bon, cela ne c'est pas 2019, parce qu'il s'agit de la CAN 2019. Donc, et il faut donc dire que c'est sur la base de ce document que les différents travaux liés à l'organisation et à la préparation sont exécutés. Mais il faut bien savoir que, étant généralement un document qui est communément partagé pour toutes les compétitions, le Cameroun s'est inspiré d'un certain nombre d'autres documents. Même si j'ai entendu Samuel dire tout à l'heure qu'il y a eu de nouveaux amendements qui auraient été apportés à ce document, comme la gratification en numéraire, n'est-ce pas, des personnels de la CAF qui viendraient pour cette compétition. Je voudrais m'insurger contre cela qui, en réalité, peut être qualifié de braquage. C'est un braquage officiel. Nous l'avons déjà dénoncé d'ailleurs. Et public de la CAF vis-à-vis du Cameroun. Et je me demande pourquoi est-ce que les autorités camerounaises ont accepté ce banditisme international-là. Maintenant, il faut dire que l'accord cadre nous assure simplement de pouvoir
au cas échéant, demander des dommages ou alors réparation. Au cas où l'événement nous serait retiré pour des raisons qui seraient indépendantes de nous. Mais il ne nous garantit pas de l'organisation, du moins quand je parle du Cameroun, mais partout ailleurs. Il ne garantit pas à un tiers l'organisation obligatoire de la compétition, parce qu'il peut subvenir d'ici à la compétition peut-être, n'est-ce pas, un certain nombre d'événements qui puissent amener les uns et les autres à revoir leur partie. Mais quand on a un contrat, vous l'avez dit comme ça, c'est un contrat, n'est-ce pas, qui lie les deux parties, où chacun a des engagements, même si dans le cadre de ce nouvel accord cadre, on constate que 99% des engagements sont uniquement vers la partie camerounaise, ce qui est une aberration, je le dis encore, et c'est une erreur de management au niveau de la CAF. Et ça, je crois qu'au moment opportun, ils le paieront cash. Ça, je voudrais le dire quand il viendra le moment de faire le bilan. Donc, ce que je dis, c'est que, ok, on l'a signé, il n'est pas déterminant, à mon sens, dans le processus qui avait déjà été engagé. Samuel vous l'a rappelé tout à l'heure, le processus engagé depuis 2014 est aujourd'hui à son parachèvement, est aujourd'hui à son apogée. On rapprocherait la date de cette CAN à 1 semaine ou 2 semaines, que le Cameroun aujourd'hui est à même de pouvoir organiser cette compétition, ce qui n'avait pas été le cas il y a quelques années. Donc, on peut se réjouir, on peut festoyer pour ceux qui le veulent, on peut se gargariser pour ceux qui le veulent, mais je dis que c'est une fierté de l'État de Cameroun d'accueillir les frères africains à l'occasion de cette compétition, et je crois que la surenchère de tous les côtés qui aura ou qui émaille et qui continue d'émailler la préparation de cette compétition, ma foi, ne devrait pas l'être exactement. Alors Samuel, après la signature de cet accord cadre, on s'attend à quoi? What next finalement? Écoutez, je vous disais que le Cameroun était déjà lancé dans le branle-bas des préparatifs. Donc le Cameroun va continuer sereinement à peaufiner sa préparation. Vous savez qu'il y a quelques éléments qu'il faut affiner. Il faut notamment, nous y reviendrons tout à l'heure, affiner avec les travaux du côté de Lembe, où l'on est en finition. C'est des travaux résiduels qui sont de ce côté. Heureusement, les financements sont trouvés, et nous qui faisons le terrain confirmons qu'effectivement les travaux avancent pour ce qui concerne la partie football, qu'il soit effectivement livré à la fin du mois de novembre, qui va donc coïncider avec le retour, comme promis, du président de la Confédération africaine de football, le Dr Patrice Motsepe, qui a dit qu'il avait promis de revenir en novembre. D'ailleurs, c'était prévu. Donc ça, c'est pour le volet des infrastructures. Ouais. Vous voyez bien qu'il y a une mission de contre-expertise qui est sur le terrain actuellement. Ça participe, n'est-ce pas, des préparatifs. Pourquoi? Parce que dites-vous bien que au cours de cette visite, il y a quand même le chef de mission, qui est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui prend quand même, qui consigne quand même les résolutions ou alors des observations. Et quand vous savez que c'est lui qui est pratiquement au niveau décisionnel, mais ça, quand il dit au niveau décisionnel, il y a le président qui est juste un peu en haut. Donc vous comprenez que les demandes, n'est-ce pas, sont à la bonne porte, donc pour pouvoir donc régler les derniers détails, parce que je parle effectivement des détails. Quand vous voyez Garoua par exemple, vous comprenez qu'il faut finalement résoudre, terminer avec l'hôtel La Benoué, qui doit effectivement participer de cette canne-là. Vous avez demandé what next? Non, le COCAN continue d'être au boulot. Et vous savez que la lettre du ministre SGPR, n'est-ce pas, qui repartit le budget, qui ne vient pas démettre le COCAN, mais qui permet plutôt de travailler en toute synergie,
pour le Cameroun est encore venu donner une nouvelle impulsion, n'est-ce pas, au niveau organisationnel, au niveau des préparatifs. Vous avez quand même, n'est-ce pas, l'écho, n'est-ce pas, des ministres sectoriels qui prennent en main, n'est-ce pas, les pans, n'est-ce pas, de leurs activités, les prérogatives qui sont les leurs. Le MINJEC, le MINTOL, etc. Donc vous avez toutes ces nouvelles qui ont déjà commencé effectivement avec des sessions, avec des rencontres pour pouvoir affiner, n'est-ce pas, cette organisation. C'est vous dire que je ne parle pas du Kokan, je parle, n'est-ce pas, du Cameroun qui a même d'ailleurs pris cette résolution-là, donc relever ce défi de pouvoir organiser, n'est-ce pas, l'une, et c'est ce que la CAF demande d'ailleurs, hein, l'une des meilleures d'Afrique jamais organisée sur le sol africain. Et je vais peut-être sortir par là pour dire que, certes, l'Égypte l'avait déjà fait en 2019, mais le Cameroun est quand même le premier pays au niveau de la Afrique subsaharienne, n'est-ce pas, à pouvoir le faire à 24 pays, et ce ne sera pas facile pour les autres pays. Alors, Thierry Enom, le Cameroun a lancé récemment une opération séduction à travers une mission conduite par le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général, président de la République, une mission dite de contre-expertise des infrastructures qui devront abriter la Coupe d'Afrique des Nations. Quelle est selon vous la pertinence de cette mission-là dans ce contexte où le Cameroun peut déjà se targuer d'organiser cette compétition-là? D'emblée, je voudrais rectifier, du moins sur la base des éléments factuels que nous avons. Il ne s'agit pas d'une mission de contre-expertise, mais comme eux-mêmes l'ont dénommé, une mission d'information. Et dans les faits et dans les actes, on a l'impression que c'est bien une mission de séduction, une mission de communication, une mission de marketing. Parce que la portée et le retour, n'est-ce pas, qu'a l'opinion nationale, internationale de cette mission-là se ressent justement sur les aspects communication, marketing, relations publiques. Il y a eu une sorte de boost apporté justement aux activités de promotion de l'image de marque du Cameroun, et Samuel le disait tout à l'heure quand il parlait des objectifs de la communication, de la stratégie qu'ils ont mis en communication, la séduction, la dimension populaire à apporter à cet événement, parce que c'est une grande fête et on avait l'impression que dans le pays profond, n'est-ce pas, et dans les sites, le climat était un peu morose. Je crois que là, on est engagés tous vers la route, le chemin qui mène à la CAN, et cela se fait en fête, cela se fait en joie, et c'est ce que cette mission aura réussi à faire. Réactiver les cœurs, replacer la CAN dans le cœur des Camerounais, au cœur de la population, et cela se passe très bien, c'est apprécié, cette initiative, notamment quant aux résultats que ça a produit, et l'idée d'avoir su ramener avec lui, n'est-ce pas, un certain nombre d'acteurs du football qu'on avait un peu oublié ou qu'on avait lésé depuis un temps. Non, moi je ne sais pas s'ils ont été lésés ou pas, moi je ne suis pas dans la polémique. Je dis que c'est bien d'avoir su ramener avec lui les acteurs du football national et international, et maintenant aussi de la presse internationale. Je crois que les hôtes du Cameroun qui sont venus, qui ont vu d'eux-mêmes, n'est-ce pas, loin de leur studio à Paris, à Londres et à New York, n'est-ce pas, sauront retransmettre quelle est la réalité du terrain. Et je crois que le Cameroun bashing, ou le Can bashing dont parlait tout à l'heure Samuel, s'est estompé ou est en cours d'estompement grâce à cette valeur ajoutée qu'a apporté cette émission-là. C'est à saluer, c'est à féliciter. Et vous avez vu que pour une cause commune, les acteurs du football national, du sport, n'est-ce pas, et de la politique nationale et internationale ont pu fédérer pour, n'est-ce pas, le bien-être de tout le continent, parce que c'est une image positive qu'on renvoie au-delà du continent. Alors, Samuel Zona, qu'est-ce que nous coûte réellement et globalement
toutes ces infrastructures de la CAN 2021 une fois qu'on peut le dire, cela est acquis? Alors, je voudrais... Vous savez que lorsque monsieur n'en parle, il a plusieurs casquettes. Hein? Vous savez qu'il est sémiologue. Oui, tout à fait. Et là, il est en train de parler comme un sémiologue. Je vous redis quand même que l'intitulé, n'est-ce pas, de cette mission, c'est la contre-expertise. Contre-expertise, pourquoi? Parce qu'il faut bien rendre compte au président de la République de ce qui est réel sur le terrain quand vous connaissez tout ce qui a tourné autour de ces infrastructures-là. Vraiment, le ministre SGPR ne peut pas aller pour une mission d'information. C'est pour ça que déjà, je convoque sa casquette de sémiologue parce qu'il y a les non-dits dans cette affaire. Là, c'est une mission... S'il te plaît, s'il te plaît. Là, c'est une mission de contre-expertise et le non-dit, et c'est lui qui décrypte ça, parce que là, c'est des signes qu'il faut décrypter, il faut faire la lecture. C'est une opération de communication, c'est une opération de charme, c'est une visite d'information. Mais officiellement, vraiment, c'est un dossier qui ne peut pas passer en haut lieu pour dire vraiment, nous partons pour taper sur le ballon, sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Puisque à la fin, il faut effectivement rendre compte au président de la République, qui est quand même le concepteur de tout cela, et rassurer pour dire que il y a eu, n'est-ce pas, des griefs. Vous savez qu'il y a des griefs, non? Tout à fait. À Garoua, on a dit que ça n'allait pas. À Olembe, ça ne va pas. Non, il faut faire ces rapports au président de la République. Donc, en réalité, je veux te dire, pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu utiliser l'expression contre-expertise? Parce que la contre-expertise en la matière requiert un type de compétence. Donc, je ne suis pas sûr que les personnes qui sont sur le terrain, n'est-ce pas, on la capacité, on est d'accord là-dessus, mais quand on dit contre-expertise, vous comprenez effectivement. Ce sont des sportifs qui ont eu à tutoyer ce genre. Je pense que le back-office, n'est-ce pas, de cette mission, dites qu'il y a des ingénieurs et autres qui sont en train de noter. Bon, moi, très rapidement, pour sortir de cette partie, il faut bien qu'on dise à nos Camerounais ce que nous a coûté ou ce que nous coûtera. Oui, globalement, il est difficile parce que même le ministre-président du COCAN ne peut pas dire exactement ce qu'a coûté la CAN, mais il faut dire que la CAN... Non, les infrastructures. Les infrastructures. Oui. Bon, pour les infrastructures sportives. Ça, c'est chiffré. Mais même jusque-là, ce sera quand même compliqué parce qu'il y a les infrastructures hôtelières, sanitaires et autres. Mais pour ce qui concerne les infrastructures sportives, là au moins on peut répondre pourquoi sur une base également factuelle. Vous savez que on a disséminé au sein de l'opinion que le complexe d'Olembe était le stade le plus cher d'Afrique. D'aucuns ont même dit du monde. Mais il reste cher, même s'il n'est pas le plus. C'est pour ça que je suis là pour démontrer qu'effectivement, il n'est pas le stade le plus cher du monde. Pourquoi? Parce qu'au départ, il est de 163 milliards, c'est le budget qui est alloué. Lorsque Piccini part, il a déjà consommé 113 milliards, il reste 50 milliards qui sont encore bloqués, je préfère le dire pour que les téléspectateurs comprennent, n'est-ce pas, dans la banque italienne. Donc, lorsque Maguel arrive, il ne peut pas aller les capter. C'est pour ça que l'État du Cameroun sollicite, n'est-ce pas, un point auprès de la Standard Chartered Bank de 55 milliards. Donc, si vous faites 113 milliards plus 55 milliards, ça fait 168 milliards. Donc, il y aura eu un bonus de 5 milliards. Vous comprenez parfaitement. Et les 5 milliards, il faut le dire, ce sera pour résoudre que ce sont des imprévus. Le gymnase des boxeurs, par exemple, qui n'était pas prévu dans le package, est contenu finalement dans les 5 milliards pour que vous puissiez comprendre. Donc, j'ai voulu faire ce rappel pour démontrer que ce n'est pas le plus cher. Pourquoi? Parce que lorsque le Cameroun a contacté ce prêt de 55 milliards, vous savez qu'il y a une partie, n'est-ce pas, de nos frères camerounais, l'émission est sur le monde, qui sont quand même partis au siège de la Standard Chartered Bank à Londres pour fustiger cela, pour dire que non, le Cameroun est en train de construire, n'est-ce pas, le stade le plus cher du monde. Ce n'est pas normal qu'on puisse lui accorder, n'est-ce pas, de l'argent, dont 55 milliards. Alors, la Standard Chartered Bank a commis une enquête. Donc, elle est indépendante de nous. Et je vous livre très rapidement les résultats de l'enquête parce que la banque voulait bien comprendre, l'international voulait comprendre pourquoi on disait que c'était le stade le plus cher du monde. Voici les résultats et ils sont chiffrés. Et ça règle donc le problème du coût des infrastructures que vous avez posé. Alors, après enquête de la Standard Chartered Bank, ce n'est pas nous, indépendante. En Afrique, le stade d'Olembe au Cameroun, 60 000 places, construit en 2021. Il coûte 217 millions d'euros. Vous allez me laisser partir, comme ça vous allez comprendre. Le stade national de Côte d'Ivoire, donc des Pimbé, de 60 000 places, construit en 2019.
Il coûte 213 millions d'euros. En termes de comparaison, il faut 4 millions d'euros pour faire des 217 millions, n'est-ce pas, d'Olembe. Or, quand vous allez voir, vous avez vu le stade d'Epimbe, ce n'est pas le complexe. À Olembe, il y a l'hôtel, il y a oui, mais sauf que là, on n'a pas dit complexe sportif d'Olembe, on a dit stade d'Olembe. Non, c'est le complexe, c'est le complexe avec, je peux même vous montrer toute l'enquête avec toutes les autres parties. Donc, avec tout ce fonctionnement. Avec les composantes. Donc, vous avez les galeries marchandes, n'est-ce pas, les piscines et autres, sur les 217 millions, il faut bien comprendre. Alors qu'en Côte d'Ivoire, 213 millions d'euros. En Afrique, le stade de Japoma, ça commence donc, vous avez donc déjà les coûts que vous avez demandé, de 50 000 places livrées en 2019, 180 millions d'euros. Enquête commise. En Afrique, le stade de la réunification, qui a été pratiquement refait, 39 000 places livrées en 2021, 124 000 millions d'euros. En Afrique, le stade Moses Madiba Stadium, nous sommes en Afrique du Sud. En 2009, il est de 62 000 places, il coûte 373 millions d'euros, largement au-dessus du complexe. En Afrique toujours, Estadio de 11 novembre en Angola, nous sommes en Angola, 50 000 places en 2010, 188 millions d'euros. En Afrique, le stade d'Abuja au Nigeria, 61 000 places, 298 millions d'euros, largement au-dessus, n'est-ce pas, du complexe d'Olembe. Et je termine par la Russie, parce qu'ils ont fait l'enquête dans le monde entier, le stade du Spartak, n'est-ce pas, en Russie. C'est 45 000 places construites en 2014, 199 millions d'euros. Et voici donc la conclusion sur cette enquête-là pour comprendre qu'effectivement, le stade d'Olembe, qui n'est pas simplement qui sera le stade pour la CAN, donc le complexe d'Olembe, dans le fond, n'est pas l'infrastructure la plus chère. On est à un peu plus de 300 millions d'euros pour un peu plus de 400 millions d'euros autant pour moi pour Olembe, la réunification et voilà, j'ai donné, n'est-ce pas, bon, moi j'ai tiré ce qui vous intéresse. Vous allez faire donc mais ce qui était quand même important, c'était, n'est-ce pas, des terres, n'est-ce pas, ce fake news là qu'on a disséminé au sein de l'opinion, parce que lorsque vous sortez, vous faites le vox pop, on vous dira que effectivement c'est le stade le plus cher d'Afrique, le stade le plus cher du monde. Je venais donc avec ces éléments, n'est-ce pas, commis par une structure indépendante qui n'a pas voulu engager 55 milliards sans comprendre de quoi il la retourne. Et qu'est-ce qu'il en est des 51 milliards de Piccini? C'est perdu, ça, on nous revient. Non, justement, ils sont bloqués. C'était la banque italienne, on l'appelle San Paolo. Donc, si Piccini est parti, c'est normal qu'on ne puisse plus capter ces 50 milliards. Ils sont gelés. Bon, c'est entre les banques internationales, donc entre la banque italienne et Piccini. Vous comprenez que c'était entre Italiens. Donc, c'est pour ça que on a pu donner donc 55 milliards maintenant à McGill, et je vous l'ai expliqué, et on restait dans la fourchette de 163 milliards plus 5 milliards pour faire 168 milliards, donc les 217 millions d'euros qui font largement le complexe. Et pour dire, je voulais sortir, pour dire que les autres composantes du complexe sont là. C'est vrai, on va livrer le stade en novembre, mais le centre commercial, 14 000 mètres carrés de surface, vraiment c'est un labyrinthe, vous vous perdez. Il est là, il est compartimenté. L'hôtel, c'est-à-dire que 72 chambres avec suite, il est là, il est incorporé dans le sous-sol. C'est comme cela que le concepteur italien au départ l'a voulu. Les galeries, n'est-ce pas, d'art, elles sont là. Les salles de cinéma, elles sont au nombre de tout ça, piscine olympique, gymnase, etc. Je veux dire, la piste d'athlétisme, j'y étais encore dernièrement, et déjà, en tout cas, on a déjà commencé. J'ai vu, n'est-ce pas, la structure pour les concours, n'est-ce pas, donc les sauts. Donc, on est en train de poser le tartan. Qu'est-ce qui reste? Voici ce qui reste, M. Guéna, et je sors par là. Il reste la piscine olympique. Et on devrait l'avoir parce que le Cameroun organise les Jeux de la solidarité islamique en 2025. C'est la ville de Yaoundé qui a été retenue. On l'aura pas dans 4 ans quand même. Olympique. La piscine olympique, le cours de tennis, n'est-ce pas? Voilà ce qui reste. Et puis, un gymnase en handball, en volleyball et en basketball. Vraiment, vous comprenez que le plus dur a été fait à plus de 80%. Moi, je pense qu'en une phrase, personne bien malin, celui qui s'aventurera à connaître le chiffre réel de tout ce qu'aura coûté les infrastructures sportives. Ce qu'il faut simplement dire, c'est que cela a coûté du sacrifice et de la volonté au Cameroun. Pour pouvoir avoir une belle compétition. On va marquer très rapidement une petite pause pour prendre la deuxième partie de cette édition. Tout de suite.
Rien n'est plus agréable que de préparer des pâtes ensemble, avec des ingrédients frais, une bonne sauce faite maison. Les spaghettis et macaronis Broly, fabriqués à partir du meilleur blé dur, plein de nutriments et fibres pour une meilleure digestion. Les pâtes Broly sont prêtes en moins de 7 minutes et ne collent pas. Choisissez les pâtes Broly, les pâtes fines et délicieuses qui ne collent pas. Broly, la passion de bien nourrir. J'avance alors. Ok. Marcel, pas de pause aujourd'hui? Non, je dois passer à la CNPS vérifier mes déclarations. Ma femme est interne. Allons, tu peux regarder ça, la gargote. Comment ça? Ils ont des guichets là-bas? Prends ton laptop, on y va. Employers, workers, socially insured, with your computer, tablet and mobile phones, go everywhere every day to benefit from the CNPS services. Ah, ma CNPS à moi. CNPS, You will never leave it. Voilà, ça discute donc dans la deuxième partie de cette édition Coupe du Monde tous les 2 ans. Pourquoi et comment? La FIFA va donc tenir un sommet pour étudier sa position controversée d'organiser une Coupe du Monde tous les 2 ans. Une idée qui est loin de faire le consensus. Le projet n'est donc pas encore acté. Il suscite déjà le débat. La Fédération internationale de football association a donc annoncé mercredi 20 octobre dernier la convocation d'un sommet le 20 décembre prochain pour discuter du projet mondial biennal, une idée qui se heurte aux réticences du football européen entre milliards d'euros de manque à gagner estimés selon un rapport commandé par l'UEFA et des menaces d'action venues des fédérations nordiques. On en parle avec notre ami et notre reporter Elvis Essouma. Une Coupe du Monde tous les 2 ans. C'est le souhait de l'instance mondiale du football. Un projet porté par son président Gianni Infantino. Pour ce faire, la FIFA souhaite mettre sur pied un sommet global sur l'organisation de la Coupe du Monde tous les 2 ans d'ici la fin de l'année en cours. Ils seront donc au total 211. L'ensemble des sélectionneurs des équipes nationales masculines est convié à prendre part par visioconférence à des réunions de travail ces 19 et 21 octobre 2021. L'objectif étant de recueillir leurs avis et suggestions sur la réforme du calendrier international et surtout sur ce projet de réforme de la Coupe du Monde. Pour le patron du ballon rond, l'idée est de faire passer cette prestigieuse compétition mondiale d'une périodicité de 4 à 2 ans. Pour le Sud-Africain, président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, l'Afrique pourrait être la plus grande bénéficiaire d'un mondial tous les 2 ans. Même son de cloche avec Fawzi Lekdja, président de la Fédération marocaine de football. Le projet divise, puisque l'UEFA, les confédérations sud-américaines, plusieurs ligues et clubs ont de leur côté fait savoir leur désapprobation. La discussion s'annonce donc particulièrement animée autour de cette périodicité de la Coupe du Monde. Notons que cette consultation a pour objectif de donner le ton pour l'avenir du football mondial avec entre autres thématiques la santé des joueurs et la période des matchs internationaux. Merci donc à Elvis Essouma qui nous présentait donc brièvement ce qui pourrait nous attendre en décembre prochain. Thierry Henom, direct, question directe. Quelle est selon vous la pertinence d'une Coupe du Monde toutes les 2 années? Celle de coloniser l'Afrique. Lorsque s'est préparée l'élection à la CAF, sur la forme ou le format que l'on a vécu, j'avais été interviewé par vos confrères de l'agence France Presse. J'avais dit qu'en réalité, la colonisation du football africain et de la CAF était en marche. En réalité, une Coupe du Monde à 2 ans permettrait à l'Afrique de gagner plusieurs autres places, n'est-ce pas, pour la participation à cet événement, mais enfin de multiplier ses chances de participer à cet événement. Oui, mais tuerait immédiatement les compétitions continentales. La CAN, le CHAN dont on pense à ce qu'ils disparaissent, et bien d'autres compétitions. Je crois que c'est la déstructuration du football
internationale qui est en marche, et principalement l'Afrique, parce que n'étant pas assez préparé pour faire face à ce type de révolution et de réforme, il faut prendre du temps pour observer. Je crois que les délégués, ce que je dis pour l'Afrique vaut également pour d'autres espaces, oui, d'autres confédérations, dont je ne suis pas sûr qu'elles soient préparées pour une compétition tous les deux, une Coupe du Monde tous les 2 ans. Vous savez, par exemple, la critique que l'on a fait même sur le plan continental lorsqu'on a ramené le taux de participation des équipes à 24 pour une CAN. Vous avez vu que ça a permis de faire rentrer beaucoup de gens. Et puis, au niveau du spectacle, ce n'était pas toujours ça. Je crains aussi pour la CAF. Moi, je crois que ceux de la FIFA aujourd'hui, ils sont juste nourris par l'idée d'engranger beaucoup d'argent, de faire beaucoup de réformes à la va-vite, au tâtonnement. Et ce type de projet, ça ne se nourrit pas en 4 ans, ça ne se nourrit pas 10 ans. C'est des réformes qui doivent se préparer sur 1 ou 2 décennies. Vous comprenez un peu. Donc, ce que M. Infantino fait, lui seul sait où il va. Mais je crois qu'il y a des hommes assez aguerris qui sauront, dans le monde du football, mettre un terme à cela. Je ne suis pas sûr que ceux de l'Afrique soient à même de porter la voix et le ton ferme, la position ferme de l'Afrique là-dessus. Parce que je considère toujours que l'administration de la CAF est aujourd'hui, au-delà d'être sous tutelle, elle est tellement fragilisée qu'elle ne peut pas faire face au flux. Nous savons comment est-ce que les politiques qui y sont actuellement, ils sont arrivés, tout comme les personnels administratifs. Donc, je ne sais pas où on va, mais je sais simplement qu'on va pas vers une bonne direction. Alors Samuel Zona, qu'est-ce qui peut expliquer selon vous le soutien d'une telle initiative par la Confédération africaine de football, quand on le sait et on convient avec peut-être Thierry Enom qu'une Coupe du Monde tous les 2 ans pourrait de facto phagocyter la Coupe d'Afrique des Nations? Écoutez, il s'agit de la géostratégie internationale. Monsieur Infantino est un géostratège. Lorsqu'on vous dit que la sécurité des États-Unis se joue au Golfe de Guinée, vous ne pourrez pas comprendre. Vous comprendrez quand vous verrez, n'est-ce pas, les richesses qu'il faut contrôler au niveau, n'est-ce pas, du Golfe de Guinée. Donc, parallèlement, vous comprenez que la stabilité de la FIFA sous Infantino se joue en Afrique. Donc, l'Afrique, c'est quand même le plus grand bastion, avec pratiquement 54 pays acquis à sa cause. Pourquoi êtes-vous surpris que M. Patrice Motsepe soit d'avis avec M. Infantino lorsque vous savez qu'il parvient au perchoir à la Confédération africaine de football par acclamation pratiquement et par nomination même certainement par nomination de monsieur Infantino. C'est pour ça que je convoque la géostratégie. Donc au départ il avait déjà pensé donc un tel dessin, il faut bien qu'il ait des soutiens. Il était même d'ailleurs passé par des anciens footballeurs comme Didier Drogba en demandant que la CAN passe toutes les 4 années comme les autres compétitions continentales. Oui, donc l'appui de l'Afrique par son président n'est pas surprenant, sauf que l'Afrique se tirerait là une balle dans le pied. Ça, il faut clairement le dire. Je viens de vous expliquer que la CAN, elle est biennale et l'Afrique avait même anticipé. Vous voyez que nous sommes allés des années paires aux années impaires pour pouvoir libérer le calendrier international. Revenir à 2 ans, on est parti de l'été pour l'automne. Voilà. On nous a ramené à... Alors qu'on est parti de l'hiver pour l'automne, on nous a ramené encore en hiver. Moi je parle simplement, alors que Issa Hayatou, vous avez dit que ça ne peut que se jouer en janvier, février en Afrique parce que c'est le moment. Ça se jouerait comment? C'est incompréhensible. Or, je dis, ce n'est pas à l'évocation. Vous comprenez, n'est-ce pas, les réticences des uns et des autres. Normalement, l'Afrique ne devrait pas adhérer à un tel projet depuis 1930 que la Coupe du Monde existe pratiquement. Bien sûr. C'est quadriennal, On ne vient pas changer comme ça au risque. Défendons nos intérêts. Moi, je défends les intérêts, n'est-ce pas, de l'Afrique. En 2 ans, 24 mois, nous ne pouvons pas revenir
pour nous lancer, ça sera perpétuel et on ne pourra pas s'en sortir. Alors Thierry Enom, est-ce que si ce projet ne passe pas, finalement, ça peut sonner la chute de Gianni Infantino? Tout ce qui s'est passé à la CAF, tout ce qui se passe dans d'autres confédérations, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il se joue uniquement la réélection d'un seul monsieur. J'ai envie de dire que le jour où il sera réélu, il abandonnera, il dira, par exemple, à la CAF, vous vous démerdez comme vous voulez, aux autres confédérations, vous vous démerdez comme vous voulez. Vous avez vu, par exemple, qu'au sein de la CAF, n'est-ce pas, il a mis l'un de ses plus grands timoniers, l'un des apparatiques de son système, M. Véron Mosengo, pour un seul objectif, s'assurer de sa réélection par l'Afrique et partant de l'Afrique. Donc, quand il sera réélu, il s'en foutra pas mal du bordel qu'il aura foutu dans les confédérations. Mais je crois qu'il y a encore, au-delà de l'Afrique, des gens qui soient lucides, des gens qui savent quels sont les intérêts à protéger pour la communauté. Et cette Coupe du Monde à 24, déjà à 48, et tous les 2 ans, c'est du n'importe quoi. En tout cas, on attend ce qui sera décidé finalement en décembre prochain. On le rappelle et on le sait déjà que la FIFA, sur ce dossier-là, a obtenu le soutien inconditionnel du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Ça ne veut pas dire que l'Assemblée générale de la CAF y a apporté son approbation. On va très rapidement aller dans la dernière partie de cette émission. Il s'agit du quiz. Vous allez tester les buzzers. Voilà, Thierry, allez-y. Voilà, Samuel. Très bien. Voilà, donc les buzzers marchent effectivement. Vous avez certainement vécu avec nous la dernière journée, les troisième et quatrième journées, autant pour moi, éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 Zone Afrique, puisqu'on parle de Coupe du Monde tous les 2 ans. Et donc, c'est un quiz qui vous permet donc de répondre de me donner la réponse finale à une question que je vais poser sous la forme pyramidale. Donc, je vais donner une définition et vous allez me donner de quoi il s'agit. Qui suis-je? Première question. Il faut être préparé parce que ça va aller très vite. Qui suis-je? Avec 19 buts marqués pour seulement 2 encaissés, je suis l'équipe la plus prolifique des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 en Afrique. Oui, Samuel? L'Algérie? L'Algérie, bonne réponse. Voilà, donc même si je ne suis pas encore qualifié pour les barrages, je n'ai perdu aucun de mes 4 matchs et je détiens la plus large victoire de la compétition. Mon entraîneur fait partie des techniciens ayant passé le plus grand nombre de temps sur le banc d'une sélection africaine. Un de mes joueurs évoluant à l'OGC Nice en France a d'ailleurs refusé de rejoindre la tanière au dernier regroupement sous prétexte qu'il voudrait se concentrer sur son club jusqu'à la fin de l'année. Je suis bel et bien l'Algérie. 1 point pour Samuel. Deuxième question, qui suis-je? Logé dans la poule A des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, je suis la seule équipe africaine à en avoir jusqu'ici engrangé le moindre point dans ce tournoi qualificatif. Je n'ai marqué que 2 buts pour 18 encaissés, faisant de moi la pire équipe de la compétition. Mon championnat commence à attirer de nombreux anciens internationaux. Djibouti. Oui. Et bien sûr, c'est Djibouti. Mon championnat qu'on commence à entraîner, je disais, de nombreux anciens internationaux, à l'instar de Alexandre Song, Idriss Carlos Kameni ou encore Dani Nunke, qui sont des Camerounais. Je suis le Djibouti. 1 point partout. Et donc, c'est la question qui devra vous départager. Qui suis-je? Vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie. L'Algérie? Non, mauvaise réponse. Vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations tenue en 2019 en Égypte. Pardon. Jamel Belmadi. Non. Je suis l'actuel meilleur buteur des éliminatoires. Non. Des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec 6 réalisations. Non. Grâce notamment à un quadruplé lors de la première journée et un doublé face au Niger. Mané. Non. Lors de la 3e journée. Grâce à ces réalisations, je suis devenu le recordman des buts de l'histoire de l'équipe nationale d'Algérie. J'évolue actuellement dans un club de Ligue 1 aux côtés d'un Camerounais, Karl Toko Ekambi, qui a marqué lors du dernier regroupement son premier but en sélection depuis plus de 2 ans de disette. Mon prénom est une religion musulmane monothéiste. Je suis
Ça vient pas. C'est parti. Ça vient pas. Diane. Non. Dans mon club, j'aborde le dossard numéro 13. Ah là là. Ça ne vient pas. Mon prénom c'est Islam. Et je suis attaquant. Algérien. Ça vient pas. Islam Slimani est donc le meilleur buteur des éliminatoires actuellement avec 6 buts en 4 matchs. Un but partout, il n'y a pas de vainqueur aujourd'hui. Malheureusement, merci Thierry. Merci Thierry, merci Samuel d'être passé une fois de plus cette semaine. Merci à toutes les équipes techniques qui nous ont accompagnés, bien évidemment chapeautées par Landry Nta. Merci à Francis Zaongene qui a assuré la production de cette édition. On vous donne rendez-vous certainement lundi prochain avec le même plaisir. Au revoir. Rien n'est plus agréable que de préparer des pâtes ensemble, avec des ingrédients frais, une bonne sauce faite maison. Les spaghettis et macaronis Broly, fabriqués à partir du meilleur blé dur, plein de nutriments et fibres pour une meilleure digestion. Les pâtes Broly sont prêtes en moins de 7 minutes et ne collent pas. Choisissez les pâtes Broly, les pâtes fines et délicieuses qui ne collent pas. Broly, la passion de bien nourrir. J'avance alors. Ok. Marcel, pas de pause aujourd'hui? Non, je dois passer à la CNPS vérifier mes déclarations. Ma femme est à terme. Allons, tu peux regarder ça, la gargote. Comment ça? Ils ont des guichets là-bas? Prends ton laptop, on y va. Employers, workers, socially insured, with your computer, tablet and mobile phones, go everywhere every day to benefit from the CNPS services. Ah, ma CNPS à moi. CNPS, you will never leave it.